Merci Étienne, merci aux organisateurs pour m'avoir invité pour cette conférence et bienvenue à tous qui sont sur Zoom et qui nous suivent. Le thème qu'on a choisi avec Étienne, c'est les nouvelles règles de DIP italienne en matière d'union civile qui ont été approuvées en 2017, juste après la loi sur les unions civiles. Et vous avez reçu une petite partie de la loi et le DIP italienne et les changements que cette loi a importé dans la loi italienne de 1995. Comme vous avez vu, peut-être c'est un peu bizarre, on a une loi, c'est la loi de 2016, qui a un article 1 et presque 80 alinéas. C'est une solution pratique que le Parlement a suivie, car le débat dans cette matière a été très dur. Il y avait plusieurs oppositions à cette loi et le gouvernement a mis un vote de confiance et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un article pour avoir qu'un vote de confiance, sinon la loi aurait pu être changée et bouleversée un peu avec des votes de confiance sur des partis et pas sur d'autres. Alors, la loi est passée en 2016, je viens de dire, et en janvier 2017, il y a eu un décret législatif qui a un décret délégué, ce qu'on appelle décret délégué, qui avait été prévu par la loi sur les aspects du droit international privé. Et le législateur avait demandé au gouvernement d'approuver un décret délégué, décret législatif, avec la modification et l'organisation des règles en matière de droit international privé, avec une restriction dont on va parler après. On attendait cette loi depuis longtemps et c'est bien qu'elle a été passée. Le point principal qui a créé de problèmes, c'est surtout du point de vue DIP, c'est le fait que la loi se réfère à une décision de la Cour constitutionnelle de 2014 qui avait retenu que l'union civile était une forme sociale spécifique au terme des articles 2 et 3 de la Constitution, différente du mariage, mais qui mérite une protection comparable. Quand on parle d'union civile en droit italien, on parle de unions homosexuelles et seulement des unions homosexuelles. Il n'y a pas de partenariat enregistré entre personnes de sexe différent. Cette forme sociale est différente du mariage et c'est ça qui a créé de problèmes car la loi de 2016 dit expressément que l'union civile n'est pas un mariage. Mais, par contre, les dispositions qui se réfèrent au mariage et les dispositions contenant le mot époux ou de mots équivalents, qui se retrouvent dans les lois, des actes ayant force de loi, dans le règlement, des actes administratifs, contrats, etc., etc., s'appliquent aussi à chaque partie d'une union civile entre personnes du même sexe. Alors, c'est un peu une situation bipolaire, disons, du législateur italien que un constant dans le sens qu'il dit que ce n'est pas un mariage, mais à la fin, il applique les règles du Code civil qui s'appliquent au mariage. Si on regarde le contenu du rapport, il s'agit d'un rapport qui entraîne certaines obligations d'assistance morale matérielle, cohabitation, contribution aux besoins communs, avec des effets patrimoniaux, et en particulier la communauté des biens qui est le régime patrimonial général qui s'applique au mariage,
et un droit aux aliments, les droits successoraux, le divorce, qui est soumis à la loi sur la dissolution du mariage. Et donc on voit que le rapport est vraiment un rapport qui ressemble beaucoup au mariage. L'union civile est contractée par une déclaration à l'officier d'état civil avec deux témoins, elle est enregistrée et les parties peuvent choisir le nom des familles comme s'il s'agissait d'un mariage. Donc, on voit que apparemment, la situation de partenaire de l'union civile est une situation qui est très bien comparable à la situation des époux, mais par contre, quand on regarde les règles de droit international privé, c'est là qu'on trouve les vraies différences et on trouve le résultat de cette inconsistance, de ce bipolarisme du législateur italien. Car le législateur italien n'a pas pu insérer ce rapport dans les règles nationales du DIP qui s'occupe du mariage, ni déclarer l'applicabilité générale des règlements européens qui s'appliquent en matière de mariage. Il n'a pas pu faire ça car la loi lui empêchait de le faire en disant que ce n'était pas un mariage. Alors, il n'a pas pu appliquer les règlements Bruxelles 2, bis, terre et tout ça, et Rome 3, mais il a introduit dans la loi de 1995 des règles qui sont parfois identiques à celles qui s'appliquent au mariage et parfois conformes aux règlements européens et parfois qui sont différentes. Le législateur italien était parfaitement au courant que quelques semaines après la loi 2016, les règlements jumeaux 1103 et 1104 de 2016 allaient être publiés et donc il y aurait eu des règles en matière d'effets patrimoniaux, de faits économiques des partenariats enregistrés et donc des règles qui définaient les partenariats enregistrés. Le règlement 1104 a une définition comme le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi dont l'enregistrement est obligatoire en vertu de la loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par la loi par sa création. Comme ça, on a en droit européen une définition du partenariat enregistré dans laquelle les unions civiles italiennes s'en servent parfaitement. Mais en droit international privé, les partenariats enregistrés, ces unions civiles, sont réglés d'une façon très fragmentée. Un peu comme le mariage à ce moment-là, mais on ne trouve pas les règles directement dans les règlements européens qui sont en vigueur pour les rapports entre époux et pour les relations comme le mariage, la responsabilité génitoriale et tout ça. On a des règles sur la capacité juridique générale des partenaires, l'existence, la validité, la reconnaissance de l'union enregistrée sont régies par le droit national des États membres, y inclut les règles de DP. On a les règles sur les obligations alimentaires qui sont soumises au règlement 4 2009. On a les règles sur la succession qui sont soumises au règlement 652-12. Et on sait que le règlement 4 2009 agit et opère avec la convention et les conventions, la convention et le protocole de 2007 de la Haye en matière d'obligations alimentaires. Et donc, on a plusieurs lois, plusieurs règlements, plusieurs règles, disons, qui entrent en jeu quand on parle des unions civiles. Alors, avant tout, on peut commencer par la capacité et la constitution des unions civiles, capacité et forme. Donc là, il n'y a pas de règles de droit international européenne et on a le droit national qui s'applique.
le législateur, donc, dans ce décret début 2017, a introduit des règles spéciales qui sont à côté des règles qui régissent les mariages. Et c'est l'article 32 ter. Et là, la capacité et les autres conditions pour constituer l'union civile sont régies par la loi nationale de chaque parti au moment de la Constitution. Donc là, on suit le critère traditionnel en droit international privé italien de la nationalité, qui s'applique aussi en matière de mariage. Et là, on applique le renvoi aussi, qui est prévu à l'article 13 de la loi de 1995. Donc là, il n'y a aucune révolution, pas aucune innovation aussi par rapport au mariage. Et le législateur doit tenir en compte aussi à ce sujet le fait que la loi sur les unions civiles de 2016 considère le droit à l'union civile comme un droit fondamental. Pas seulement car on fait référence aux articles 2, 3 de la Constitution, on est conforme à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et à la Cour européenne des droits de l'homme, mais car la faveur pour l'union civile est exprimée à travers différentes dispositions précises. Alors, en premier lieu, l'article 32 ter, premier alinéa, deuxième phrase, dit explicitement que si la loi étrangère applicable n'admet pas l'union civile en un majeur du même sexe, la loi italienne s'applique. Alors ça indique une faveur très forte pour l'union civile. En deuxième lieu, le décret précise aussi que les empêchements relatifs au sexe des parties qui sont établis par une loi étrangère ne relèvent pas. Quand on veut constituer une union civile en Italie, on permet aux citoyens d'États qui ne prévoient pas les unions civiles de les constituer en Italie, et s'il y a des empêchements dans la loi nationale des parties, on ne les considère pas. En troisième lieu, la loi n'exige aucun lien pour permettre l'accès à l'union civile en Italie. On peut constituer une union civile en Italie même si les parties ne sont liées à l'Italie ni par la nationalité, ni par la résidence, ni par aucun rattachement spécial. Donc, c'est là qu'on voit une faveur précise pour la constitution de l'union civile. Il faut néanmoins faire deux précisions. Les parties qui veulent constituer une union civile en Italie doivent produire l'autorisation qui est prévue à l'article 116 du Code civil. On l'appelle nulla osta, que rien n'empêche. C'est un document par lequel l'état de la nationalité de la partie déclare que rien n'empêche, rien ne s'oppose à la constitution de l'union civile ou au mariage. C'est le même type d'autorisation, de certificat qui est requis pour le mariage. Et ce certificat, cette autorisation doit certifier la liberté d'État. Évidemment, si l'État dont le sujet national ne prévoit pas l'union civile ou ne la permet pas, cette autorisation ne pourra pas être produite, et donc la loi permet de produire un autre document, même une auto-certification qui déclare, qui atteste la liberté d'État. Évidemment, là, l'empêchement général contre l'union civile ne jouera aucun rôle. Par contre, si la loi étrangère, la loi nationale de la partie connaît les unions civiles, elle s'applique. Mais là encore, on a une précision à faire car la loi prévoit que les dispositions de l'article 1 alinéa 4 de la loi de 2016, la loi sur les unions civiles, sont d'application immédiate. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a les circonstances qui empêchent l'union civile, aussi bien que le mariage, à savoir un mariage ou une union civile antérieure,
l'interdiction, l'existence de rapport famille ou la condamnation pour l'homicide ou la tentative d'homicide de l'époux ou de l'uni civilement de l'autre partie. C'est des empêchements qui s'appliquent en matière de mariage et s'appliquent à l'union civile aussi. Alors, ces obstacles s'imposent aussi quand la loi applicable à la capacité est une loi étrangère et ne les prévoit pas. Pour ce qui est de la forme, les critères sont les mêmes qui s'appliquent en cas de mariage, à savoir le lieu de la constitution, la nationalité d'une des parties, la résidence commune au moment de la constitution de l'union civile. Il s'agit de critères alternatifs, comme ça se passe toujours en matière de forme, et rien de particulier à dire à ce sujet. La loi contient aussi des règles sur la reconnaissance de l'union civile ou du mariage constitué à l'étranger par des époux du même sexe. Et c'est les articles 32 bis et 32 quinquies. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, évidemment, le mariage entre deux Italiens du même sexe contracté à l'étranger ne pouvait pas produire d'effet en Italie, car il fallait appliquer la loi nationale des futurs époux et la loi italienne l'empêchait. Et dans quelques cas, les juges avaient admis le mariage homosexuel contracté à l'étranger par des nationalités d'État qui le prévoyaient, qui l'admettaient, et les juges disaient que ce n'était pas contraire à l'ordre public. Alors c'est un peu la situation qu'on connaissait avant la loi sur le divorce, où il y avait la possibilité de divorcer, de reconnaître plutôt un divorce étranger pour des étrangers, mais le divorce pour les Italiens était contraire à l'ordre public. Et c'est un peu la situation qui se produisait avant la loi de 2016. Évidemment, ça a changé avec la loi de 2016, mais il faut, avec deux règles différentes, 32 bis, 32 quinquies, il faut distinguer quand on a un mariage contracté à l'étranger, un mariage homosexuel contracté à l'étranger, ou un partenariat enregistré contracté à l'étranger, une union civile contractée à l'étranger. Alors, le mariage est interdit aux personnes du même sexe, dont une italienne, dans le sens que il ne produit pas les effets de mariage, mais il produit les effets d'une union civile soumise à la loi italienne, indépendamment de la nationalité de l'autre partie. Alors, il peut s'agir de deux parties italiennes, ou d'une partie italienne et une partie étrangère, et donc ça confirme que les citoyens italiens ne peuvent pas contracter un mariage homosexuel à l'étranger qui soit valable comme mariage en Italie, même si le partenaire est un étranger. Ces mariages sont requalifiés de partenariat en Italie et sont soumis à la loi italienne indépendamment de tout lien avec l'Italie, même si les parties sont résidentes à l'étranger. C'est vrai qu'il se peut que cette reconnaissance comme union civile ne restreint pas les droits et les rapports entre les partenaires, car, par exemple, dans certains États, peut-être il n'y a pas de droits de successoral qui sont permis selon la loi italienne. Alors, ce n'est pas dit que la situation est pire qu'avec la reconnaissance d'un mariage de plein droit. Par contre, un mariage homosexuel qui est contracté à l'étranger par deux étrangers peut être reconnu en Italie en tant que mariage. Là, on n'a pas la même interdiction que quand il y a une partie italienne. Là, les auteurs qui ont commenté cette loi sont divisés par contre, car selon certains auteurs, cela implique que ce mariage étranger est soumis aux règles de DIP sur le mariage, ce qui entraîne l'applicabilité de règlements européens, comme pour celle de bis terre. Par contre, pour d'autres, quand même, il ne faut pas le considérer comme mariage et donc
le requalifier quand même comme union civile. Pour ce qui concerne la reconnaissance en Italie des unions civiles établies à l'étranger, si on lit la règle de l'article 32 quinquies et la loi de 2016, on voit que si elle est constituée entre citoyens italiens du même sexe qui résident en Italie, elle produit les effets de l'union civile réglés par la loi italienne. Mais l'interprétation restrictive serait trop restrictive de ce point de vue et l'application généralisée de la loi italienne entraînerait l'exclusion totale du jeu du droit international privé. Et donc, on interprète ces règles comme visant uniquement à éviter que les citoyens italiens se rendent à l'étranger pour contourner la loi italienne, en introduisant un élément d'internationalité dans une situation purement interne. C'est pour ça que cet article 32 quinquies prévoit que l'union civile est soumise à la loi italienne seulement si les deux citoyens, s'il s'agit de citoyens italiens et que ces citoyens italiens sont résidents habituellement en Italie. Sinon, pour tous les autres cas, on peut considérer que la reconnaissance est une reconnaissance de plein droit d'une union civile qui est peut-être régie par une loi étrangère. Alors, à ce moment-là, si on reconnaît cet élément d'internationalité, le droit de l'Union s'applique car le rapport est international à cause de sa constitution à l'étranger et par exemple les obligations alimentaires et les effets patrimoniaux seront soumis aux deux règlements 4/2009 et 1104 et peuvent être soumis à une loi étrangère. Si l'union civile est constituée par des citoyens italiens résidant à l'étranger, donc, ou par des étrangers, le rapport international, la loi s'applique entièrement et les règlements s'appliquent entièrement, mais toujours en tant qu'union civile et pas comme mariage. La jurisprudence a affirmé que ces dispositions s'appliquent aussi aux rapports qui ont été constitués avant l'entrée en vigueur de la loi de 2016. La partie la plus difficile de mon rapport, ce sera la prochaine, car ici, c'était tout simple, plus ou moins simple. Mais le point vraiment le plus difficile, c'est quand on parle des rapports personnels et des effets économiques des unions civiles. Car là, le législateur italien, d'une part, a choisi une solution qui se rapproche du mariage, d'autre part, a voulu tenir en compte, comme je le disais, le fait que le règlement 1104 était proche. Et donc, il a voulu tenir compte des règles du règlement 1104 en créant un régime transitoire, car les règles de DIP qui allaient s'appliquer aux rapports patrimoniaux n'avaient qu'une possibilité de s'appliquer pour une période assez courte. Donc, il a choisi des solutions qui sont plutôt compliquées à décrire et plutôt compliquées à déchiffrer. Alors, en principe, comme pour le mariage, quand on lit le paragraphe 4 de l'article 32 ter, je le lis pour le rappeler à tous. Les rapports personnels et les effets patrimoniaux entre les parties sont régis par la loi de l'État devant les autorités duquel l'union a été constituée. Alors ça, c'est clair. Hein? La même loi régit les rapports personnels et les effets patrimoniaux, comme pour le mariage, mais
la loi applicable n'est pas la loi nationale des partis comme pour le mariage, mais c'est la loi de l'État devant les autorités duquel l'union a été constituée. C'est positif car le juge n'a qu'une série de règles, c'est le même pour les deux rapports personnel patrimonial, mais de notre point de vue, il s'agit de la même solution adoptée pour les effets patrimoniaux par le règlement 1104, et donc on a une application avancée du règlement européen. Donc, on appliquera la loi italienne aux unions civiles qui sont constituées en Italie, et on a dit que c'est une loi positive, c'est une loi qui montre une faveur pour l'application, pour la constitution des unions civiles. Après ça, la loi dit que, à la requête d'une des parties, le juge peut disposer l'application de l'État dans lequel la vie commune est principalement localisée. Alors là, on introduit pour les deux séries de rapports, personnels et patrimoniaux, la possibilité de demander au juge l'application de la loi du pays où la vie commune est localisée, principalement. Alors là, ça change un peu la situation, car là, il s'agit d'un rattachement territorial qu'on utilise aussi pour les rapports personnels et patrimoniaux entre époux, dans le cas du mariage, quand les époux ont des nationalités différentes. Alors on reprend un rattachement qu'on a déjà dans la loi de 1995, et qui là aussi s'applique aux rapports personnels et aux rapports patrimoniaux. Comme rattachement, le facteur, la localisation de la vie commune. Par contre, là, il s'agit d'un choix, mais il s'agit d'un choix qui est exprimé d'une partie seulement, comme on l'a dans le règlement 1104. Car là, c'est quelque chose qu'on a copié du règlement 1104, et avec quand même des différences avec le règlement. Donc, cette requête unilatérale est quelque chose qu'on avait déjà dans la loi de 1995 en matière d'acte illicite. Car là aussi, la victime de l'acte illicite peut demander au juge d'appliquer la loi de l'action à la place de la loi du dommage qui serait applicable faute de cette requête. Mais dans le cas du fait illicite, la requête de la partie s'impose au juge. Ici, on n'a aucune indication de ce que le juge peut faire ou doit faire. On dit que à la requête, le juge peut disposer l'application, il ne doit pas. Il peut disposer, mais on n'a aucune indication sur les raisons qui peuvent guider le juge pour accueillir ou rejeter la requête, sur les conditions de forme, sur la validité de cette requête. Évidemment, il se peut que la requête soit conjointe. Rien n'empêche que les parties demandent au juge d'appliquer cette loi qui a un rattachement territorial fort avec la vie des parties. Mais rien n'est dit à ce sujet. Alors, c'est un point important de savoir comment qualifier cette requête. Peut-être si la requête est bilatérale, si la requête est conjointe et les deux parties demandent au juge d'appliquer la loi de l'État de la localisation de la vie commune, on peut considérer qu'il s'agit d'un choix. Cette qualification n'est pas à considérer comme peu importante. C'est une qualification importante car si on le qualifie de choix,
on n'applique pas le renvoi. Si on le considère une déclaration quelconque, surtout si elle est unilatérale, on applique le renvoi. Ce qui pourrait aller à l'encontre de la volonté de la partie qui demande l'application de cette loi, car normalement, quand on demande l'application d'une loi, on demande l'application du droit matériel de cet État, on ne demande pas l'application du DIP. Ça, c'est une question qui a pris beaucoup de temps, mais peut-être on y est arrivé. Donc, la réponse à la question comment qualifie-t-on cette requête, c'est une réponse importante qui a un effet important sur l'application ou la non-application de la règle sur le renvoi. Dans le règlement, on sait que l'article 26 du règlement 1104 a introduit cette possibilité aussi, mais les parties peuvent demander, ou la partie requérante peut demander d'appliquer la loi de l'État de la dernière résidence commune si elle était établie pendant une période significativement plus longue que dans l'état de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage. Donc, le règlement demande un rattachement très fort en considérant la longueur, la durée de cette résidence commune, ce que la loi italienne ne fait pas. Et en outre, cette disposition s'applique aussi pour les rapports personnels. Alors, c'est l'introduction d'une volonté pour les rapports personnels qu'on n'a pas en matière de mariage. Et là, c'est une différence entre les unions civiles et le mariage. Les parties aussi, et c'est la dernière partie de cet article 32 ter 4, les parties peuvent convenir par écrit que les effets patrimoniaux soient régis par la loi de l'État dont au moins l'une d'elles a la nationalité ou dans lequel au moins l'une d'elles réside. Alors là, c'est un vrai choix, mais limité aux rapports économiques, aux rapports patrimoniaux et s'étend pas aux rapports personnels. Il s'agit de la même solution prévue à l'article 22 du règlement 1104, qui est avancé, et à l'article 30 de notre loi pour les régimes matrimoniaux. Pourtant, par rapport à la règle européenne, la règle italienne ne permet pas de choisir la loi de l'État devant les autorités duquel l'union a été constituée. Et encore, rien n'est dit sur la validité du choix, sur la possibilité de modifier le choix, sur l'opposabilité au tiers. La loi est complètement silencieuse sur ce sujet et les auteurs qui ont commenté cette disposition retiennent plutôt que les dispositions de l'article 31 de la loi sur les italien s'appliquent par analogie, mais on n'a pas de jurisprudence sur ce cas. Alors là, pour cette situation, nous impose de distinguer les unions civiles qui ont été constituées avant l'entrée en vigueur, donc à l'entrée en vigueur, l'application du règlement 1104, qui ont été constituées jusqu'au 28 janvier 2019, et de l'autre côté, les unions civiles qui ont été constituées à partir du 29 janvier 2019, ou après donc, cette date, et celles qui ont été constituées avant, mais où les parties ont choisi une loi, ont exercé ce choix qui est admis par le règlement après le 29 janvier 2019. Vous voyez que le cadre est assez compliqué. On va voir comment les juges vont s'en sortir, ce qui n'est pas clair. Et évidemment, on doit espérer que les juges et les avocats surtout connaissent le règlement. Je ne vais pas parler des règles sur la loi
applicables et qui sont contenus dans le règlement, car là, c'est le règlement européen qui s'applique. Je voudrais plutôt parler des obligations alimentaires pour arriver à la fin et du divorce. Donc, qui sont les deux autres grands thèmes en matière de l'union civile. Alors, pour les obligations alimentaires, le législateur a fait une chose encore différente. À l'article 32 ter, paragraphe 5, a dit que l'article 45 de la loi s'applique aux obligations alimentaires. Et l'article 45 a été changé complètement. Avant, il faisait référence à la Convention de la Haye de 1973, pardon, et maintenant il renvoie au règlement 4/2009. Ce qui entraîne pour la loi applicable la référence au protocole de 2007, car le règlement 4/2009 sur la loi applicable ne contient aucune disposition en matière de loi applicable et il fait référence à la convention de la Haye de 2007. Alors ça c'est très positif, on étend aux unions civiles les règles qui s'appliquent aux couples mariés, aux aliments, aux obligations alimentaires entre époux. Ça, c'est bien, on n'a qu'une série de règles. Et par là, on peut considérer que ce législateur un peu bipolaire, enfin, fait un choix en faveur des règles en matière de famille. Alors, l'union civile est un rapport de famille à la fin de toutes ces histoires. Le point, c'est que on se demande si cette référence qui est opérée, pas directement pour les unions civiles, mais est faite à travers l'article 45, qui s'applique aux obligations alimentaires dans la famille, si cette référence signifie que pour le législateur italien, sans cette référence, le règlement 4 ne s'appliquerait pas, et c'est seulement la référence qui le fait appliquer, ou si il pourrait s'appliquer directement. Alors là, selon moi et certains d'autres auteurs, c'est le règlement 1104 qui nous aide. Car le règlement 1104, au considérant numéro 22, déclare expressément que les obligations alimentaires entre partenaires de l'union partenariat enregistrée, sont exclus du champ d'application du règlement car elles rentrent dans le champ du règlement 4/2009. Alors là, c'est le choix du législateur européen qui nous dit que le règlement 4/2009 s'applique directement aux obligations alimentaires entre partenaires de l'union civile. La notion de famille qui est utilisée dans le règlement 4/2009 et dans la Convention, le protocole de la Haye de 2007 sont identiques. On sait que l'Union européenne a déposé une déclaration unilatérale à ce sujet qui dit que l'élargissement de l'application de la Convention de 2007 à toutes les obligations alimentaires qui naissent d'une relation familiale, de la filiation, du mariage, peut améliorer l'efficacité de la Convention. Et pour les États membres de l'Union européenne, évidemment, le choix des rapports qui sont soumis au protocole de 2007 semble avoir été faite par le législateur européen, par l'Union européenne avec cette déclaration. Et on sait que dans la conférence diplomatique, on a parlé de ça et il faut que les États membres déclarent l'application du protocole et de la Convention aux unions enregistrées. Donc, cette déclaration de l'Union européenne semble être l'instrument par lequel cet élargissement a été fait de la part du législateur européen pour les législateurs nationaux. Enfin, pour ce qui est de la loi applicable à la dissolution et à la nullité, l'annulation de l'union civile,
le choix est fait par l'article 32 quater de la loi qui dit que la loi applicable est déterminée conformément au règlement Rome 3. Donc là encore, on a une extension de l'application d'un règlement qui s'applique à la dissolution du mariage, une extension aux unions civiles qui est faite par notre législateur. Donc, vous voyez comment ce législateur a un peu dessiné un cadre compliqué qui est dont la complication naît du point que j'avais fait tout au début, du fait que pour des questions qui ont donné lieu à des discussions énormes au Parlement italien, on n'a pas voulu dès le début qualifier l'Union européenne comme mariage et donner une équivalence complète entre l'union civile et le mariage. Et donc, enfin, ça a devenu un peu une situation paradoxale qu'on a dû trouver des solutions comparables, mais pas toujours complètement identiques pour le mariage, et trouver des solutions qui ont tenu compte et ont élargi l'application ou étendu l'application de certaines règles européennes aux unions civiles pour ceux qui étaient possibles ou pour ceux que le législateur italien a retenu qui étaient convenables dans cette situation. Et le même problème, on le retrouve en matière de juridiction, le même parcours accidenté, parcours difficile, mais je voudrais plutôt laisser de la place aux questions sur ce problème de dépêchage complet de cette situation qu'on connaît dans d'autres aussi, mais qui peut être un peu paradoxale et un peu plus difficile que dans d'autres cas pour les unions civiles quand on est devant un juge italien.